Thomas d'Arzembourg et Caroline Myss en parlent. Ce fléau qui ronge des générations entières et qui sépare les gagnants des perdants. Je vous présente la culture du malheur. Je suis Delphine et j'anime le podcast Je suis joie et je te partage aussi des expériences qui ont fait que j'ai pu améliorer mon quotidien dans la vie. Je vous souhaite la bienvenue et bonne écoute. Vous écoutez le podcast Je suis joie. Bon, je vais clairement avouer le truc, j'étais une très grande partisane de la culture du malheur. Je parle du fait de préférer tomber malade, être dans un mal-être et penser que c'est la meilleure solution pour qu'on puisse attirer l'attention. Je veux dire, je préférais être à l'assurance pour pouvoir m'en sortir psychologiquement alors que c'était clairement pas le bon plan. Oui, il y a des pensées qui vont dans ce sens-là et je pense que ça peut parler à plusieurs personnes, mais on n'est pas là pour juger évidemment. Le problème avec ce genre de culture-là, c'est qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, il y a les pensées négatives et les croyances limitantes. Perso, moi, j'aurais pas très envie de goûter à ce cocktail-là et pourtant, j'étais en train d'en boire des litres et des litres pendant très longtemps. Et je l'ai fait volontairement, très clairement. Mais la question principale, c'est comment est-ce que je m'en suis rendu compte et surtout, comment est-ce que je m'en suis en sortie? Je vais vous donner des exemples et des choses et restez bien au bout de ce podcast-là parce que je vous parle de mon expérience et des choses qui sont réelles, qui sont bel et bien basées. Alors, pour m'en rendre compte, ça, c'est une autre paire de manches. Autant où je cherchais à améliorer mon présent et vivre sans m'en ramasser plein la tronche à chaque fois qu'il y avait un tout petit grain de sable qui s'immisçait dans ma vie. J'écoutais des émissions sur la chaîne Gaïa après avoir lu Le secret de Rhonda Byrne. Je suis très certainement en train de massacrer le nom, je suis désolée. Le livre est tout aussi illogique que le film. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais personnellement, j'ai dû le regarder 3 fois pour être sûre de bel et bien comprendre le fond de la pensée et le fond de ce qu'on voulait bien vouloir nous faire comprendre. Et surtout, ce qu'était la loi de l'attraction. Enfin voilà. Du coup, Gaïa. Il y a une émission d'une femme qui est nommée Caroline Myss qui parle des côtés sombres et des côtés clairs de notre âme et de notre personnalité avec des archétypes. Et justement, dans un épisode, elle disait qu'il y avait une femme qui, systématiquement, limite pour se présenter, elle racontait qu'elle avait été victime d'un V et que du coup, c'était une expérience horrible et qu'aujourd'hui, elle avait tout plein de répercussions sur ça et que c'était quelque chose qui l'avait très sincèrement détruite psychologiquement et physiquement. Et ça, elle disait à chaque personne qu'elle croisait et dès qu'elle se présentait. Donc, bon, c'est vrai que en tant que personne qui maintenant n'est plus nécessairement de problème à proprement parler, mais surtout en étant une ancienne adepte, si on peut dire comme ça, de la culture du malheur, je le faisais hyper facilement. Donc, je comprends la logique qu'il y a derrière et en même temps, maintenant, vu que je vis bien, je me dis, mais c'est sympa, mais je veux dire, ça te concerne et on n'est pas assez proche pour pouvoir en parler comme ça. Et du coup, ça m'a rappelé quelqu'un pendant que je regardais cette émission-là. Eh bien, moi, tout simplement, parce que dans tous les nouveaux endroits où j'allais, je parlais du fait que j'avais perdu mon copain de l'époque, que c'était quelque chose d'horrible, qu'ensuite ma mère était décédée, qu'elle avait de la bipolarité. Enfin, je mettais toujours ça dans un gros paquet et je balançais ça aux personnes que je rencontrais et du coup, soit ces personnes-là en face avaient de la pitié pour moi parce qu'elles se disaient « Ah, la pauvre, elle est toute jeune, elle a vécu déjà tellement de choses, j'aimerais pas être à sa place, je sais pas comment elle a fait ci et ça. » Ou alors soit les gens s'enfuyaient parce que du coup, il y a certaines personnes qui ont pas envie d'écouter les problèmes des autres. Et c'est tout à fait légitime, mais je comprends. Et après, durant ma réflexion et dans les paroles de cette fameuse Caroline Myss, elle disait mais la société est faite pour que on soit très valorisé sur le fait d'avoir des problèmes. Donc les gens vont plus facilement avoir de la pitié et une réaction émotionnelle assez intense sur quelqu'un qui a des problèmes, qui a des handicaps ou qui sont tristes. Et moi, c'était ça aussi. Je pensais qu'en me montrant en tant que personne triste, j'allais être beaucoup plus attractive. Donc on allait s'intéresser à moi, on allait me demander exactement qu'est-ce qui se passait et que j'allais pouvoir raconter mon histoire et finalement être intéressante. Alors c'est pas méga logique avec le recul, mais je pense que c'est un comportement qu'on a aussi un petit peu tous, n'empêche. Et voilà, ça dépend un petit peu son syndrome de l'imposteur ou encore la façon dont on a de se voir. Et moi, comme je dis, j'ai assez facilement un caractère à me descendre. Donc, je pense que pour moi, c'était une façon de me valoriser. C'est peut-être pas méga logique, mais je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Et
je m'étais enfermée dans une cage tellement bien foutue alors que la porte était toute grande ouverte et je voulais surtout pas prendre la responsabilité de mon problème de l'époque, que ce soit du fait que j'étais pas bien mentalement ou que physiquement c'était aussi un peu compliqué pour moi de me mouvoir. Donc du coup, voilà, c'était quelque chose de méga délicat, mais j'avais pas envie de prendre cette responsabilité. Vraiment, je la repoussais au plus loin et je me disais, mais je donne mon problème aux autres, peut-être qu'ils vont me donner une solution et que pouf, comme par magie, peut-être que quelque chose va se passer. Alors, je tiens juste à dire que il faut pas délégitimiser ces problèmes parce que oui, il y a des degrés de soucis qui sont un peu plus intenses, mais je veux dire, si vous avez des petits problèmes, si on peut dire ça comme ça, en comparaison d'une autre personne, faut pas se dire que obligatoirement c'est pas grave. Si pour vous c'est la fin du monde, ce sera peut-être la fin du monde pendant 5 minutes et que tant que vous arrivez à vous reprendre et à vous dire ok, maintenant je réfléchis, qu'est-ce que j'ai vraiment dans ma vie, comment ça va, est-ce que ça impacte réellement mon avenir ou tout ça, ça va. Mais faut pas délégitimiser et dédramatiser trop, plutôt d'accueillir en fait ce problème qui est vraiment là et ce sentiment qui est vraiment là aussi et que ça va aller, mais en prendre soin et finalement le cajoler, nourrir un peu en lui disant mais ça va aller et finalement ça va vous calmer vous aussi par rapport à ça et faire en sorte que les choses aillent mieux dans ce sens-là. Douceur et bienveillance, ne l'oublions surtout pas. Ce que j'entends par là, c'est qu'on se met dans des sphères qui sont tellement bien rodées et des chemins neuronaux qui sont tellement bien foutus et dans un confort que c'est compliqué des fois de sortir de notre malheur et de notre engrenage. Mais c'est quelque chose d'humain et ça a toujours été comme ça. Mais je pense que à force de changement et d'éducation et de reconnaissance du fait qu'il y ait cette culture du malheur, par exemple, ça peut déjà sauver bien les meubles et faire en sorte que cette mentalité-là, elle puisse évoluer dans un bon sens. À cette époque-là, je trouvais les problèmes sexy. Même moi, je me dirigeais facilement vers des personnes qui avaient des gros soucis. Je sais pas, ça peut être des problèmes d'abus ou ça peut être des soucis de violence conjugale ou des choses comme ça. Je me mettais dans des histoires et même je regardais tout plein de vidéos, des choses avec des crimes. Alors je dis pas, j'en regarde toujours un peu, hein. Mais c'est vrai que je pense que je faisais pas forcément la part des choses non plus. Et du fait de s'être enfermée dans cette sphère-là, du coup, je cultivais mon petit jardin de malheur. Et finalement, bien sûr que je me nourrissais de ce genre de choses-là. Donc, évidemment que j'allais pas forcément m'en sortir. Mais ça, je le dis avec du recul. Donc, c'est pour ça que je souhaite à chaque personne qui se mette dans cette culture-là, parce qu'elle est assez ancrée, en tout cas en Occident, et de pouvoir se dire, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe, mais je m'en étais pas forcément rendu compte, et que c'est en écoutant des podcasts et des choses et des vidéos dans ce genre-là, que ça puisse vous faire tilt en disant, ouais, mais c'est vrai, en fait, je me mets toujours dans des situations de problématiques et que pour moi ça va pas. Il y a qu'à voir sur TikTok, c'est des monstres trends de dire que des choses vont pas. Et même moi, je remarque dans des moments où je me mets plus en vulnérabilité, dans le sens où il y a des problèmes et j'ai pas nécessairement besoin d'avoir des conseils, si je peux dire ça comme ça. C'est juste pour montrer ma vulnérabilité par rapport à ça et dire que je suis humaine comme vous. C'est juste que peut-être que oui, j'ose faire plus de trucs et tant mieux pour moi quelque part. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de si différent que vous en fait. Et quand je vois que je mets des choses un peu plus sensibles, j'ai tout plein de commentaires de gens qui me disent mais ça va aller et si et ça, et je sais que ça va aller et je vous remercie infiniment de mettre des commentaires parce que moi ça me réchauffe toujours un petit peu mon cœur. Et en même temps, je vois des gens qui sont tellement dans leurs problèmes et tout ça et qui se maintiennent dans ces problèmes-là et dans des difficultés qui finalement sont peut-être horribles pour eux à cet instant-là, mais il faut aussi des fois savoir se dire stop. Maintenant, t'arrêtes et que faire en sorte de bifurquer sur un autre chemin parce que si on connaît qu'un seul chemin, c'est sympa, mais des fois l'aventure c'est cool aussi et ça fait en sorte qu'on puisse connaître d'autres choses et justement se permettre de pouvoir expérimenter d'autres trucs et de se dire que finalement ça c'est cool aussi. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'idée finalement. Donc c'est pour ça que c'est important de s'en rendre compte aussi et c'est pas grave si vous vous en rendez compte que vous êtes dans cette culture-là. Parce que si vous avez
si vous êtes tombé sur ce genre de vidéo-là, c'est que vous vous intéressez. Si vous êtes tombé sur ce genre de contenu-là, c'est parce que vous vous intéressez au développement personnel. Et donc, du coup, vous avez envie de trouver des petites solutions ou des clés qui vous sont propres à vous. Mais c'est que vous êtes déjà dans le cheminement, en fait, de vouloir changer. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, ne culpabilisez pas sur le fait que vous êtes vous-même le fruit de vos malheurs. C'est finalement plus de se dire, ok, je fais ça, mais qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux prendre comme autre chose pour me nourrir et faire en sorte que ça aille mieux mentalement et physiquement? Donc ouais, c'est un peu toute une démarche, c'est comme ça, et je comprends que des fois, il y a des baffes qui sont un peu plus douloureuses que d'autres, mais c'est pas grave. Donc, enjoliver et rendre un problème intéressant et même le glamouriser, je trouve ça extrêmement toxique, et c'est ce qui fait que on maintient toujours encore et encore cette culture du malheur là, beaucoup par les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Et je suis tombée un petit peu là-dedans aussi parce que justement quand on se sent pas bien ou des choses comme ça, on s'arrête plus facilement sur certaines images ou sur certains témoignages qui nous touchent. Moi je veux dire, c'est clair que dès que je vais avoir un témoignage d'une femme qui a perdu des personnes qui sont proches dans son entourage ou qu'elle a eu des problèmes sur ce point de vue-là, ou même par rapport à un handicap, je vais beaucoup plus être sensible parce que ça me concerne, je veux dire, et c'est normal. Comme, je veux dire, d'autres personnes vont être beaucoup plus sensibles sur d'autres problèmes qu'il y a par rapport à la communauté LGBTQR+. Je conçois tout à fait, et tant mieux qu'il y ait des voix pour chaque personne, chaque communauté, et qu'on puisse se reconnaître en travers les autres. Mais justement, j'allais trop sur ce genre de contenu-là, et à un moment donné, j'ai décidé de tout arrêter, de vraiment faire moi un nettoyage pour savoir ce qui m'intéressait réellement, et même quand je me surprends à être trop longtemps sur une vidéo, ou à regarder trop souvent des faits divers qui sont assez durs quand même, je veux dire, par rapport à la dépression, ou des choses comme ça, qui m'intéressent, c'est des sujets, je trouve ça passionnant, mais je remarque que des fois, même moi, des fois, ça me pèse trop sur mon moral, et que du coup, j'ai plus envie de me mettre là-dedans parce que ça me fait du mal, et donc du coup je stoppe et je me dis maintenant ça suffit. Il faut que tu fasses un stop dans ce genre de choses là. Donc c'est le fait de savoir se freiner aussi pour éviter d'avoir un effet trop boule de neige en soi. Et je vais justement vous parler de Thomas d'Azembourg. C'est une personne, c'est un psychologue belge qui a écrit beaucoup de livres de développement personnel et qui pour moi reste très humain et qui a cet aspect de développement personnel aussi qui sont humains en fait, et qui va pas forcément dire des choses en donnant des clés, mais je veux dire c'est à nous de les prendre ces clés-là, et pas dire que faut faire ci, faut faire ça, et que finalement cette personne-là ne les fait pas du tout. Donc je vais parler dans cette culture du malheur parce que c'est lui qui en parle aussi énormément et qui essaye de promouvoir le fait qu'on peut changer cette culture-là et que ça peut changer le monde, que ça peut éviter tout ce qui est guerre, conflit et haine, tout simplement. Donc 5 points. Je vous mets toutes les ressources que j'ai eues par rapport à ces 5 points de la culture du malheur dans la barre de description. Évidemment, si vous voulez vous abonner parce que vous aimez la façon dont je parle, n'hésitez pas à le faire. J'ai aussi un podcast avec des invités, et justement j'en ai fait un il y a pas longtemps, et que je vous invite aussi à aller regarder si vous voulez trouver une petite clé ou quelque chose qui peut vous aider à reconnecter votre corps et votre mental. Moi en tout cas, c'est une technique qui s'appelle la conscientisation du mouvement qui a pu m'aider par rapport à ça. Je vous mets aussi le lien dans la description. Alors le premier point de la culture du malheur, c'est l'attachement à la douleur. La douleur, c'est quelque chose que dans notre mental, on a assez tendance à s'attacher à ce genre de choses-là parce qu'on se dit que on ressent quelque chose et que tout le monde ressent cette douleur-là. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'ordre de transgénérationnel, parce que ça aussi c'est un aspect qui m'intéresse pas mal. Mais je pense qu'il y a un aspect transgénérationnel avec ne serait-ce que les sorcières, les croisades, le manque de considération pour beaucoup de populations, y a pas à dire l'esclavagisme, l'Holocauste. Je veux dire, on est aussi le fruit de nos arrière-grands-parents qui ont eu beaucoup de problèmes et d'un stress et de choses qui n'ont pas forcément été traitées. Donc je pense qu'il y a cet attachement à la douleur pour s'en rappeler en fait que c'était quelque chose d'horrible, et je ne délégitimise pas du tout ça parce qu'effectivement il faut s'en rappeler et être le messager des horreurs qui se sont passées, et ça c'est quelque chose qui est important. Et en même temps, je pense que
vu toute la sagesse que je vois aussi dans les rescapés et qui disent, il y avait une vieille dame qui racontait ça justement à des jeunes de cité et qui disait, mais écoutez, moi j'ai pas besoin de votre pitié. Vraiment pas. Moi j'ai juste besoin que vous soyez les messagers de notre mémoire. Et ça, je trouve tellement beau parce que je me dis, cette vieille dame, elle a vécu mais des choses horribles et sincèrement, moi ça me brise le cœur quand j'essaye ne serait-ce d'imaginer que 2% de ce que ces personnes-là ont vécu. Et je me dis, elle s'en fiche. Le seul truc qu'elle veut, c'est que ça traverse les générations pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est vraiment important, selon moi. Ensuite, le deuxième point que Thomas d'Ansembourg y relève, c'est la culture du rapport de force. C'est-à-dire de s'affirmer et de soumettre l'autre par rapport à ça. Et de soumettre nos idées, nos pensées, notre culture. Et ça, ça s'est assez vu aussi par le passé que ça n'a pas fait très bon ménage. Parce que du coup, le fait de vouloir soumettre et de ne pas s'ouvrir ou de comprendre, non, je dirais même pas comprendre, mais d'essayer au moins d'écouter. Voilà. D'écouter les principes des autres. De toute façon, ça va jamais aller. Et de toute façon, ça va toujours être problématique. Donc, c'est pour ça que c'est important de, oui, avoir son rapport et ses idées de toute façon pour pouvoir permettre son bien-être, c'est important. Et en même temps, c'est aussi très important de pouvoir écouter l'autre, ce qu'il a à nous dire et pourquoi pas de faire des compromis aussi sur certaines choses et de se dire qu'on peut vivre tous ensemble et d'arrêter d'avoir ce rapport de force, d'absolument imposer quelque chose aux autres parce qu'il y a qu'à avoir les extrêmes, c'est pas quelque chose de très chouette. Donc voilà. Ensuite, le troisième point, c'est le fait de se méfier de tout en permanence. Alors, j'ai tendance à être dans un monde de bisounours. Et ça, là, je l'avoue, je le sais, je l'assume. Et en même temps, je me dis, mais finalement, j'ai quand même confiance envers beaucoup de choses. Et que si je vis dans un monde où tout le monde est sympa, finalement, les gens sont assez sympas avec moi. Et vu que moi, je suis sympa avec ceux que je remarque qui sont aussi sympas, mais que finalement, je me suis fait avoir bien des fois, faut dire aussi. Mais je pense que de trop se méfier de tout le monde aussi, ça amène d'être dans une sphère de lui de toute façon c'est qu'un con, lui naninana, c'est une mauvaise personne, blablabla, se faire des préavis sur tout le monde et se méfier d'absolument tout sur tout le monde, finalement restons dans nos coins, restons dans nos maisons et ne partageons absolument rien du tout et restons dans nos sphères et ne connaissons rien de ce qui se passe à l'extérieur parce que le fait de se méfier de tout, c'est le fait d'avoir peur de l'extérieur. Pour moi. Et il faut pas oublier que l'union fait la force. Et l'entraide, c'est méga cool, c'est hyper enrichissant. Et je pense qu'on a tous besoin d'une petite pierre d'une autre ou d'un petit grain de sable d'une autre personne pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avancer et être heureux. Puis si les choses elles ont pu changer ou aggraver, ça peut aller dans les deux sens, c'est surtout parce qu'il y a un groupe de personnes qui se sont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec les croyances qu'il y avait et que du coup elles ont voulu en commun accord essayer de trouver des solutions. Mais c'est toujours un jeu, c'est une danse. Moi, j'estime que les compromis, c'est une danse, en fait. Bien sûr que tu vas marcher sur le pied de l'autre à un moment donné. Bien sûr que tu vas te ramasser sa main sans faire exprès, parce qu'il y a des choses très maladroites qui arrivent dans la vie. Mais finalement, au bout d'un moment, t'apprends à danser avec, et à faire en sorte que les choses, elles se passent, et c'est ça qui est cool. Et que du coup, on puisse danser avec la vie, et danser avec ce qui nous entoure. Et pour moi, c'est ça ce qu'il y a de plus beau. Ensuite, le quatrième point de la culture du malheur, c'est la division. Donc, je pense que c'est un aspect assez compliqué parce que on se divise tous plus ou moins naturellement. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je vais plus aller avec des gens qui ont le même flux de pensée que moi. Je dis pas que je ne vais jamais écouter une personne qui ne pense pas comme moi. Au contraire, je vais essayer de m'intéresser à pourquoi, parce que peut-être qu'elle a eu des expériences dans sa vie qui ont fait qu'elle pense ces certaines choses-là. Et en même temps, je préfère quand même, moi, aller vers des personnes qui pensent la même chose que moi, parce que c'est plus confortable pour moi. Et je pense que on se crée tous un peu notre propre vérité par rapport à plein de choses. J'imagine bien que, oui, je suis une personne qui me remet très souvent en question, mais après, j'arrive à faire en sorte que je puisse entendre ce qu'une autre personne a à me dire, mais je reste quand même dans mon confort. Donc ça veut dire que, pour moi, je me divise des autres personnes.
Mais ça, c'est aussi un travail que j'ai à faire par rapport à moi, à comprendre et à lâcher l'affaire quand une autre essaye absolument de vouloir avoir un rapport de force sur moi, d'arrêter de me diviser et de forcément faire ce genre de choses-là. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine et aussi de s'affirmer. Voilà, je pense que c'est un aspect à méditer et qu'on a tous aussi des choses à réfléchir par rapport à la façon dont on a de se comporter entre nous tous. Ensuite, le 5e point que Thomas d'Azembourg aborde et que je trouve qui est très important, c'est la lutte contre le temps. Et ça, j'ai toujours relevé, et c'est à un moment donné aussi où je me suis rendu compte que tout allait trop vite, tout le temps et en permanence, que je me suis dit, mais j'ai pas envie de vivre comme ça. Et quand j'ai commencé à ralentir et à me dire, mais je peux faire un peu plus les choses, que si maintenant je lis alors qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fini, c'est pas grave. Et même dans la vie où je me suis dit, mais ok, t'as bientôt 30 ans, tu n'as pas d'enfant, c'est pas grave. Alors, je me mets pas la pression par rapport à la société, loin de là. C'est juste que oui, j'ai un désir de pouvoir avoir des enfants, mais que c'est pas un problème parce qu'actuellement, il y a d'autres soucis à me faire et d'autres projets que j'ai vraiment envie de mettre sur place avant de pouvoir m'occuper de petits bouts de chou, qui font que... Mais c'est pour ça que je me suis dit, mais ralentis, c'est pas grave, maintenant, on vit plus longtemps aussi. Il y a de la contraception, donc c'est moins une nécessité d'avoir des enfants tout de suite et avant 25 ans. Donc, ça va aller. Et il y a une phrase justement qui a été une sacrée punchline pour moi. C'est « Pourquoi courir contre le temps au lieu de marcher avec ?» C'est tellement une phrase de sagesse, mais que je trouve tellement important aussi. Comme je dis, les compromis, c'est une danse. Là, oui, faut marcher avec le temps en fait. S'il y a des choses qui vont vite, oui, elles vont vite. Mais s'il y a des choses qui vont lentement, allons lentement. Et c'est pas grave, ça ira très bien. On aura plus le temps de contempler le paysage qu'il y a autour de nous et ce que la vie elle nous offre finalement. Donc voilà, je pense que de rester dans son malheur comme je l'étais, ça fait qu'on a un pain qui n'est pas terrible et qui est surtout très moisi, très sec et très désagréable à manger. Donc tentons d'être un peu plus lumineux dans un monde, même si il n'est pas forcément confortable et agréable d'apprendre ce qui se passe au quotidien. Mais je pense qu'on peut aussi créer son propre monde et son propre cocon de sécurité et qu'il soit joyeux, doux et qu'on puisse aussi transmettre cette douceur et cette joie à ceux qui sont autour de nous et de mieux nous comprendre. C'était Delphine, j'anime le podcast Je suis joie avec des invités. Et je vous parle aussi de ce qui a pu m'aider à me reconstruire psychologiquement et physiquement avec des prises de conscience et des expériences. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour qu'on puisse avoir plus conscience de cette culture du malheur qui est en train de nous pourrir la vie, comme elle a pourri la mienne pendant très longtemps. Mais du coup maintenant ça va mieux. Et j'en suis très contente de ça, de pouvoir vous en partager d'une façon naturelle, transparente et que je vous parle franchement. Dites-moi quel est le passage qui vous a le plus marqué dans ce podcast. Ça m'intéresserait de savoir quelles sont les choses qui vous animent le plus aussi, parce que je fais ce podcast-là pour aider d'autres personnes, pas uniquement moi. Et vous me retrouvez dans 2 semaines pour un prochain épisode de mon podcast Je suis joie.